Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Mais oui, nous sommes en Arménie, ici Pierre-Alain Gourion depuis Erevan, la capitale de l'Arménie, avec aujourd'hui, dans le cadre de ce déplacement, de ce voyage, une visite originale, une visite à un lycée de culture européenne qui s'appelle le CEPFA, qui nous reçoit en la personne de sa directrice, Madame Gohan Grigorian. Gohan Grigorian, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, merci de nous recevoir dans votre beau lycée que vous m'avez fait visiter à l'instant et qui comporte beaucoup de sections, beaucoup d'activités, de la couture, de la coiffure, de la cuisine, des prothèses, avec une particularité, c'est que ces activités de formation sont générées en quelque sorte et proviennent d'un autre pays, proviennent d'un ensemble de structures dont nous allons parler, qui sont des structures françaises et suisses, je crois. Vous allez compléter ce discours. Alors voilà cette originalité dans le cadre de cette émission qui s'appelle Human et qui est une émission qui est consacrée à travers tous les pays du monde, la France certes et l'Europe, mais aussi les pays africains, les pays américains du Sud, les pays asiatiques et les pays du Caucase, entre autres, consacrés donc aux crises humanitaires dans leur domaine d'urgence. Vous avez connu évidemment des situations d'urgence il y a quelques dizaines d'années ici, ou dans des situations de reconstruction, d'organisation, d'aide à l'organisation de la société. Et c'est plutôt dans ce contexte-là que nous sommes avec vous. Donc merci encore une fois de nous recevoir. Alors voilà, Gohan Grigorian, l'originalité, c'est que ce lycée que vous dirigez et qui comporte jusqu'à 500 élèves, vous allez nous expliquer comment et pourquoi, il est généré par qui ? Comment est-ce que cette histoire débute ? Bonjour. Le centre d'enseignement professionnel a été fondé dans le cadre de l'accord scientifique, technique et culturel signé entre la République française et le gouvernement de la République arménienne en 1995. C'est-à-dire peu de temps après l'effondrement de l'Union soviétique, après que l'Arménie soit sortie des républiques soviétiques et qu'elle soit devenue indépendante, quelques 4 ou 5 ans après. Oui, vraiment, dans la situation dans laquelle on se trouvait, c'était très difficile, très compliqué après le tremblement de terre, après l'effondrement de l'URSS. L'Arménie se trouvait dans une situation très, très difficile. Le tremblement de terre date en de... 1988. 88, le tremblement de terre, oui. Explosion de l'URSS 89-90. Voilà. Et donc la signature d'un contrat en 1995. Voilà. Et alors, si on revient en 90, comment il est le pays ? Dans quel état est-il ? Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de gaz, pas de moyens. Je me rappelle, dans mon enfance, je fréquentais l'école où il n'y avait pas de moyens et je faisais mes études sous les bougies. Et juste à ce temps-là, donc, il y a cette initiative et je vous l'avoue sincèrement qu'à l'époque, on considérait les initiateurs comme des fous, entre guillemets. Hein. Personne ne croyait qu'on pourrait mettre en place ce beau projet. Mais la preuve en est vivante. Vous voyez, on est là, on continue les activités et on continue à développer. L'inauguration officielle du lycée a été faite déjà en 2002. Conjointement par le soutien de l'ambassade de France en Arménie, par la présence du maire de la ville de Lyon, M. Gérard Collomb, le maire de la ville de Yerevan, le ministre de l'Éducation et des Sciences d'Arménie. Et nous fonctionnons depuis ce temps-là avec l'aide de nos fondateurs administrateurs de la fondation, dont les membres, si
si je peux me permettre de citer les noms des fondateurs. L'initiative de ce projet appartient à la fondation, à l'association Rhône-Arménie Formation Échange, M. Luca Manzanares, qui est le président du conseil d'administration du CEPFA, et d'ailleurs dont la femme est d'origine arménienne, d'où le secret de cette initiative. Il faut toujours chercher la femme, c'est ça? Oui, il faut comprendre. Oui, hein? effectivement. Et voilà, avec le grand soutien de la ville de Lyon, les autorités françaises et les autorités arméniennes, les collectivités françaises de la diaspora arménienne et les Français, on a réussi pour mettre en place ce beau projet. Mais alors, comment se fait-il qu'une ville française, qui est quand même très éloignée d'ici, de Yerevan, on est à combien de milliers de kilomètres de la France ici, à peu près? On est à combien? À peu près à 3000 kilomètres. Bon, comment se fait-il et pourquoi est-ce qu'une municipalité, et on va le voir ensuite, une région, etc., française, s'intéresse spécifiquement à ce petit pays qu'est l'Arménie? Parce que c'est un petit pays, c'est un pays de combien? De 2 millions ou 3 millions d'habitants. Oui. Pourquoi? Donc, je vais vous révéler le deuxième secret. Oui. C'est que Lyon, la ville de Lyon, est jumelée avec la ville de Yerevan. Oui. Et donc, ce projet entre aussi dans cette logique. Et voilà pourquoi nous avons dans notre structure de fondation les membres fondateurs comme la mairie de Lyon, de la ville de Lyon, et la mairie de la ville de Yerevan. Donc, il y a ceux que vous avez cités, et puis il y a aussi, bien sûr, d'autres institutions d'enseignement, et je pense en particulier à celui qui est probablement le plus important à vos yeux et par rapport au fonctionnement de votre lycée professionnel, j'ai nommé la SEPR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la SEPR? La Société d'enseignement professionnel du Rhône. Qui n'est pas une jeune fille, je crois. Non, la SEPR a 150 ans. Elle a 150 ans. C'est une dame très âgée en France qui fait de la formation professionnelle sur la région de Lyon. Voilà, on aura l'occasion d'entendre sa directrice, Véronique Furlan. Voilà, alors quel est le lien entre la SEPR et vous? La SEPR est considérée actuellement comme notre partenaire privilégié qui nous donne des conseils sur le plan pédagogique, qui nous associe toujours, nous échangeons toujours sur le plan méthodologique, et aussi la SEPR est le membre administrateur du CEPFA. Et il est à noter qu'avant la mise en place des référentiels arméniens, c'est le système de la SEPR qui fonctionnait ici. C'est-à-dire, à la base de notre enseignement était l'enseignement, donc les méthodes de la SEPR. Dès le premier jour de la création du lycée, la SEPR est à notre côté et continue d'y être. Quand vous parlez des référentiels, je suppose que vous faites référence aux structures juridiques, aux législatives, aux lois qui encadrent la formation professionnelle, aux lois arméniennes qui n'existaient pas encore et qui ont été en quelque sorte préfigurées, si je comprends bien, dans le cadre d'une sorte de, on peut appeler ça une sorte de transfert de technologie sur le terrain de l'enseignement finalement. Oui, les référentiels arméniens ont été mis en place ici en Arménie à partir de 2011. Oui, parce qu'avant, on était sur quoi? Sur des référentiels soviétiques? Voilà, exactement. Hein? Et comment c'était ces référentiels soviétiques? Juste des référentiels, je dirais, un petit peu archaïques. Oui. Hein? Parce qu'il y a le temps qui passe, il y a toujours l'évolution qui se fait, et donc il faut toujours aller en avant pour assurer le développement. Et c'est là que la SEPR a investi ici en Arménie son modèle, et à propos, le modèle de la SEPR a servi de modèle pour les autres établissements d'enseignement-formation ici en Arménie. Parce que nous sommes devenus une école de type exemplaire ici, et nous avons, et jusqu'aujourd'hui, nous transférons nos compétences, notre expérience à nos collègues du système de la formation professionnelle.
Voilà, donc c'est vraiment très, très intéressant ce que vous dites, puisqu'il y a une sorte d'essaimage, donc voilà, à partir d'une structure traditionnelle, ancienne, française, sur l'international, en direction de l'Arménie. Et donc, voilà, au début, vous avez commencé, j'imagine, avec quelques élèves seulement, et aujourd'hui, vous êtes combien? 500? Oui, nous avons commencé par 20 élèves Oui. parce que nous avons créé les sections à tour de rôle. Et maintenant, nous avons à peu près 500 bénéficiaires, dont une partie forme les élèves qui suivent le cursus académique et les autres bénéficiaires qui suivent la formation continue. Parce que maintenant, comme dans tout le monde, en Arménie aussi, il y a toujours les besoins des entreprises et il y a toujours le marché du travail qui exige des spécialistes qualifiés. Voilà, et de ce point de vue-là, je crois que vous avez aussi une fondation d'une grande entreprise française qui s'intéresse au WASH, comme on dit en matière humanitaire, c'est-à-dire à tout ce qui est assainissement, eau, évacuation. J'ai nommé la fondation Veolia, qui je crois est très présente en Arménie et qui contribue à la fois sur le plan du financement et sur le plan de la formation continue, puisqu'elle envoie des élèves chez vous, eh bien, au fonctionnement de votre établissement. Oui. Exactement. À partir de 2017, nous avons établi un contrat de partenariat avec la fondation Veolia et Veolia Giur, qui est installée ici en Arménie depuis Yerevan Giur, qui était aussi une filière de Veolia de la France. Et maintenant, il y a eu le transfert, donc Yerevan Giur est devenu Veolia Giur maintenant, et qui s'occupe de la distribution et de l'assainissement de l'eau sur tout le territoire arménien. Sur l'intégralité du territoire arménien. Donc c'est considérable, oui, c'est une activité très 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 importante et essentielle évidemment au fonctionnement du pays. Oui. Et nous avons fait des recherches, nous avons fait une enquête du marché et nous avons constaté que Veolia a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et maintenant, avec le soutien de la Fondation Veolia, le campus de Lyon, Rennes-Rhône-Méditerranée, nous sommes en train de mettre en place des référentiels de canalisateurs ici en Arménie qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel de canalisateur, Madame la Directrice? Là, je suis dans l'ignorance. Le métier de canalisateur existe en Europe et notamment en France. Et d'après les référentiels, ils ont ce métier. Mais pourtant, le métier de canalisateur qui s'occupe de la mise en place de tuyautage, de la distribution pour l'assainissement, ici en Arménie, il n'existe pas ce métier. Et depuis l'effondrement de l'URSS, il y a une lacune. Bien sûr. Et maintenant, nous sommes des cadres qui ont disparu, des structures organisatrices qui se sont évaporées, et voilà, et les gens se retrouvent dans la solitude, en quelque sorte. Oui. Bien sûr. Et puisque c'est quand même pendant, il faut le dire, il faut le rappeler, pendant 2 générations, pendant une 60aine d'années, que l'Arménie a fait partie de l'Union soviétique, et évidemment, conformément à ses habitudes, l'Union soviétique spécialisait les pays dans telle ou telle activité, ce qui faisait que le pays ne pouvait pas être autonome économiquement. Hein. Vous êtes d'accord avec cette appréciation? Oui, tout à fait. Et maintenant, ce que nous avons fait, nous avons constaté que pour répondre aux besoins du marché, aux besoins de l'entreprise, et notre institution, en tant qu'une institution pédagogique, a noué des contacts avec le campus de Lyon, Rennes-Rhône-Méditerranée, pour l'investissement, l'adaptation des référentiels françaises à la réalité arménienne. Et maintenant, depuis le mois de septembre de l'année précédente, les cours ont démarré et les premières réactions sont assez positives, et de la part de l'employeur et de la part de tous les bénéficiaires. Voilà, parce que j'imagine qu'on peut avoir aussi des problèmes si on prétend plaquer en quelque sorte des référentiels, des textes ou des habitudes ou des technologies. Si on veut les plaquer, ou des cultures, si on veut les plaquer sur une société
qui n'est pas adapté pour les recevoir, ça risque de faire des dégâts. Mais bien sûr. Est-ce que vous avez un exemple concret de cette distance qui peut exister entre, j'allais dire, une bonne volonté initiale et puis une réalisation qui n'aboutit pas parce que ça n'est pas suffisamment adapté au terrain? Voilà, c'était la première préoccupation que nous avions avant la mise en place de ce projet. Et voilà pourquoi ce que nous avons fait, nous avons donc sélectionné les candidatures qui allaient devenir les formateurs, les futurs formateurs. Nous les avons embauchés, nous les avons sélectionnés parmi les cadres, les effectifs de Veolia, qui savent mieux la réalité, qui s'occupent, c'est leur boulot, travail de tous les jours. Et ils savaient mieux les besoins dont cette société avait. Et voilà pourquoi nous avons sélectionné les cadres de Veolia, nous avons formé les futurs formateurs qui maintenant transfèrent leurs expériences aux bénéficiaires, aux salariés de Veolia. Du coup, ils ont changé de métier en quelque sorte, ils sont devenus plus formateurs que praticiens, c'est ça? Ils fassent les deux. Ils font les deux à la fois. Il y a quelques formateurs, ce n'est pas un formateur, ils font et le travail pratique et le côté théorique. Nous revenons avec nos invités, Gohan Krikorian et puis Sonia qui s'occupe de couture et Knarik qui s'occupe de couture aussi. Et donc, je vais leur demander, voilà, parce qu'on a fait un tour, et je vous en remercie, on a fait un tour, vous m'avez fait faire une visite de l'ensemble de l'établissement qui est impressionnant, qui est important, avec des bâtiments qui ont été mis à la disposition de ce lycée par l'État arménien, avec, je crois, 2 millions d'euros environ qui ont été investis par les différentes institutions françaises et ensuite par les institutions suisses, avec l'apport sans doute financier qu'apporte Veolia, je suppose. Voilà, vous arrivez à avoir un certain nombre de formations, aussi bien artisanales, de type CAP, en coiffure et en mode, que des formations de type niveau licence, en quelque sorte, ou bac pro, avec des formations un peu plus élevées dans la hiérarchie traditionnelle, habituelle, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est là. Alors, en matière de couture, qu'est-ce qu'on peut demander, par exemple, à Knarik ou à Sona? À Sona? Parle un petit peu de ta profession, de tes activités au CEPFA. Ես իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում, մանկուց եմ սիրել ու բոլորին եմ առաջարկում, որ սիրով աշխատեն, որտեվ առանց սիրելու այս մասնագիտությանը տիրապետել չես կարող։ Elle dit qu'elle aime bien sa profession et elle a aimé dès son enfance et elle fait la propagande de sa profession en disant à ses élèves qu'il faut absolument aimer cette profession, sinon on ne va pas avoir de la réussite. Alors c'est quelle profession? Հագուստի դիզայն, մենք պատրաստում ենք դերձակներ։ La profession de mode, de couture, le design, l'architecte de mode. Ուսանողներին միշտ էլ աշխատում ենք, որ իրանք յուրացնեն, ոչ թե մեխանիկորեն աշխատեն, այլ գիտակցելով։ Est-ce qu'elle propage à ses élèves, c'est qu'il faut assimiler tout ce qu'on a fait, pas faire le travail mécanique, mais faire en maîtrisant, le faire en maîtrisant. Voilà, elle veut peut-être rajouter quelque chose ou bien on peut passer... Ավելացնել, որ մեր մասնագիտությունը թվում է թե այսպես չեն կարողանում միտեղ հաջողություն ունենալ, բերում են, որ արհեստ սովորի, բայց սա ինտելեկտուալ մասնագիտություն է։ Elle dit qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on n'aura pas de réussite pour aller à l'université, pour faire ses études, et voilà pourquoi ils choisissent ce métier pour avoir une certaine compétence. Mais elle dit que c'est une profession intellectuelle et il faut valoriser cette profession. Oui, c'est très intéressant parce qu'on a parfois le sentiment, vous savez, à l'université, chez les Français en particulier, que, comment dire, il y a les métiers manuels
qui seraient ceux qu'on vient d'indiquer, la couture, la coiffure, la cuisine, la prothèse, on va y revenir, et puis des métiers intellectuels qui sont à l'université. Et c'est évidemment complètement faux. Dites-nous un mot là-dessus, parce que vous êtes à la tête d'une institution qui s'occupe de ça. Ասում են ճիշտ եք, որովհետև համասարաններում մարդիկ մտածում են, որ գնում են այնտեղ, որ ինտելեկտուալ ինչ-որ մասնագիտություն ձեռք բերեն, բայց իրականում այն ինչ-որ ասեցիք լրիվ համամիտ է ձեզ հետ։ Alors peut-être à Knarik, votre autre employé qui est avec nous pendant cette interview. Քնարիկ ջան, մի քանի բառ էլ դու ասա, հետո լիցեի մասին էլ խոսեք։ Ես այս ուսումնական կենտրոնի անցյալն եմ, ներկան եմ եւ պատկերացնում եմ ապագան։ Elle se considère comme le passé, le présent et l'avenir de cet établissement. Tout à l'heure, en arrivant, elles nous ont dit toutes les deux, ça nous a fait rire, on est, comment elles ont dit ça? Les dinosaures. On est les dinosaures de l'entreprise. Alors, est-ce que Knarik, vous vous sentez comme un dinosaure? Այս խոսքերը նրա համար է, որովհետև ես 18 տարի արդեն աշխատում եմ ուսումնական կենտրոնում եւ համագործակցում եմ ֆրանսիացի իմ գործընկերոջ հետ, այսպես ասած, ժեղարի հետ, իմ փորձն ու ամեն ինչը փոխանցում եմ ուսանողներին։ Pourquoi elles disent qu'elles sont les dinosaures de cet établissement? Parce que, par exemple, le Knarik travaille dans ces locaux à peu près 18 ans. Dès la création du lycée. Depuis 18 ans, oui. Et elle partage ses expériences avec ses collègues arméniens et français. Elle vient de noter le nom de Gérard Delay, son collaborateur français qui lui donne des conseils pédagogiques. Դրա վառապացույցը մենք երկու անգամ ցուցադրում ենք ունեցել Լիոն քաղաքում մեր ուսանողների կատարած աշխատանքը, որտեղ ներկայացված է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի վառ գույները։ Comme preuve évidente, nous avons eu 2 défilés de mode en France où nous avons présenté les couleurs de l'Arménie et de la France. Ցեղասպանության 100-ամյակին էր վերաբերվում, մեր ուսանողների կատարած աշխատանքը, մեր փորձի փոխանակումը Ֆրանսիայի եւ ասեցի հայկական գույները միասին ներդրեցինք։ Le dernier défilé était destiné à la commémoration du 90e anniversaire du génocide arménien. Le thématique qu'on avait choisi pour présenter à la mairie de Lyon un défilé de mode. Voilà, écoutez, c'est une bonne manière d'enchaîner en quelque sorte sur votre propre parcours, Gohan Grigorian, parce que je crois que avant de diriger ce lycée professionnel ici à Erevan, avec ces 150 élèves et ces 300 élèves de formation continue, eh bien, vous avez dirigé un autre établissement qui n'est pas un établissement pédagogique, enfin c'est une pédagogie, mais d'une autre nature, puisqu'il s'agit du monument qui a été élevé, je ne dis pas à la gloire, mais au souvenir du génocide arménien. Avant de travailler au CEPFA, j'ai travaillé encore au Musée Institut du génocide arménien en tant que directrice adjointe. Et vraiment, le mémorial qui est là, le musée, donc il faut garder ça toujours parce que maintenant, on est entré déjà dans une autre étape. Personne ne peut nier la réalité du génocide. Maintenant, on lutte contre un autre phénomène, contre le négationnisme du génocide. Et je profite de cette occasion pour être reconnaissant à la France, qui était le premier pays au monde qui avait adopté une loi contre le négationnisme du génocide arménien. Et peut-être aussi que Georges Kepenekian a pu jouer un rôle dans cette reconnaissance, qui a été maire de Lyon, donc qui est premier adjoint au maire de Lyon actuellement, et qui, étant d'origine arménienne, évidemment, avait une sensibilité particulière sur ce sujet. Donc par rapport à la reconnaissance du massacre des Arméniens reconnu internationalement comme étant un crime contre l'humanité, et voilà, au terme de lois internationales, et peut-être aussi par une participation à ce musée ici, qui est une architecture très... parlez-en un peu, parce qu'elle est à la fois impressionnante et très sobre, cette architecture du musée du génocide qui domine Yerevan. Oui.
Oui, Monsieur Georges Kepenekian est quelqu'un qui est à l'origine de la cause arménienne. Et donc, elle fait tout son possible en faveur des Arméniens, en faveur du développement de l'Arménie. Et il a joué un très grand rôle pour la mobilisation de la diaspora arménienne pour la cause arménienne, ainsi que pour les activités du CEPFA. Je profite de cette occasion pour lui dire merci aussi pour son activité. Voilà, bien écoutez, on a fait un tour d'horizon. On peut difficilement rentrer dans le détail, évidemment, de chacune de vos activités. Pour avoir visité, grâce à vous, cet établissement, j'ai pu voir qu'il y avait, par exemple, des ateliers, des laboratoires de prothèses dentaires qui, je crois, rencontrent un grand succès. Vous avez de nombreux élèves dans la prothésie. Oui, nous avons commencé par 3 élèves et maintenant nous avons 33 élèves dans cette section. Et nous avons beaucoup de réfugiés syriens qui suivent leurs études dans cette section. Et, voilà qui est intéressant aussi parce que là aussi, on est également dans l'humanitaire, on est aussi dans des réfugiés qui, évidemment, venant de Syrie, partent à l'est, à l'ouest et donc ici à l'est vers Yerevan, qui sont nombreux et qui recherchent des formations pour les plus jeunes d'entre eux, évidemment. À partir de 2014, nous travaillons avec les Syriens, les réfugiés syriens d'origine arménienne, dans le cadre d'un programme avec l'ONU. S'ils ne sont pas d'origine arménienne, vous les prenez quand même ? S'ils connaissent l'arménien, on peut les Parce que est-ce que l'enseignement se fait exclusivement en arménien ? Oui, en arménien. Oui. Pas en russe, pas en français ? Non. On enseigne le russe et on enseigne obligatoirement le français. Même si l'élève a appris à l'école l'anglais ou l'allemand, ici, on met à côté l'anglais et l'allemand et on commence à apprendre le français dès l'alphabet. Ça, c'est pour la diffusion de la francophonie. De la francophonie. Voilà. Et puis également, j'ai vu une salle informatique, une salle multimédia dans laquelle vous utilisez une sorte d'interactivité, un aller-retour entre l'enseignant et les élèves, et puis un centre de ressources avec visioconférence, etc. Bref, un ensemble qui honore cette coopération franco-arménienne et qui préfigure quelque part ce qui peut se passer dans le monde entier entre de nombreux pays ou de nombreuses ONG et des pays bénéficiaires, avec des allers-retours, parce que je suis tout à fait convaincu que quand on vient enseigner en Arménie, eh bien, on en retire aussi quelque chose et on repart ensuite en Europe occidentale et en France avec une grande cargaison d'expérience, d'émotions et parfois peut-être le sentiment de faire quelque chose d'utile dans ce monde difficile. Merci de votre accueil et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Soyez toujours la bienvenue. J'ai toujours attendu en Arménie, surtout dans les locaux du CEPFA. Merci. Merci à vous aussi. Ես շատ շնորհակալ եմ այս ինտերվյուի համար, ճիշտն ասած, շնորհակալ եմ մեր գործընկերներից, Ֆրանսիայի գործընկերներից եւ շնորհակալ ենք մեր տնօրեն Գոհար Գրիգորյանին, լավ միջավայր եւ արդյունավետ աշխատանք ապահովելու համար։ Դա շատ կարեւոր է այս պայմաններում, այս ուսումնական տարիների ընթացքում հաջողակ եւ լավ ուսումնական կենտրոնի համար լավ ուսանողներ. Elle profite de l'occasion pour vous remercier pour votre visite, Madame Knarik, enseignante de la section de couture. Elle souhaite également remercier nos collaborateurs français. Elle remercie aussi la directrice du CEPFA pour l'ambiance amicale qu'il existe dans ces locaux qui joue un grand rôle pour le bon déroulement des activités. Իմ կողմից ես էլ շատ շնորհակալ եմ բոլորից մեր ֆրանսիացի ընկերներից եւ ողջունում եմ բոլորին, ովքեր մեզ լսում են։ Elle aussi. Շնորհակալ եմ։ Sona, elle remercie aussi nos collaborateurs français, remercie tout le monde qui est prêt à nous écouter. Et voilà les quelques mots français que vous avez entendu parler. Mais je ne les ai pas bien entendus, il faut qu'elle les répète et puis on va terminer de cette manière-là. Catherine, Bonjour, toujours l'amour. Au revoir.
Véronique Furlan, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, à la SEPR de Lyon. J'arrive juste d'Arménie. Ah bah ça tombe bien, moi j'y pars demain. Ah bon? Mais oui. Vous y allez demain? Mais oui, j'y vais demain pour une semaine de travail avec Gohar Grigorian que vous avez rencontré et ses équipes. Mais oui, grâce à vous un peu, parce que vous nous avez ouvert la porte. Et donc, on a beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié de faire ce pont entre la SEPR de Lyon et puis le CEPFA d'Erevan, parce que je trouve que c'est très original qu'une métropole comme Lyon, qu'un établissement d'enseignement, j'allais dire aussi respectable, aussi ancien, que celui que vous dirigez, puisque vous êtes la directrice de la Société d'enseignement professionnel du Rhône, la SEPR, eh bien, fasse l'effort de s'ouvrir à l'international et d'aller créer, générer en quelque sorte un lycée professionnel en Arménie. C'est original. C'est assez original. Et comme souvent dans la vie, c'est à la fois un fait peut-être de hasard, mais le hasard pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faut que le hasard tombe au bon endroit au bon moment pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce qui nous est arrivé avec l'Arménie il y a maintenant, je crois, à peu près 25 ans, puisque c'est une longue histoire. Et en fait, c'est tout à fait... en fait, ça n'a rien d'un hasard. Comme toujours, hein, quand on dit c'est un hasard, c'est jamais vrai. Il ne faut jamais croire des choses comme ça. Donc ça n'a rien d'un hasard. Et la SEPR est à Lyon. Et c'est parce que la SEPR est à Lyon que cette chose-là s'est passée. Puisque Lyon, vous le savez, est jumelé avec Erevan depuis fort longtemps. Vous savez aussi que Lyon est au cœur d'une des régions qui a été celle qui, en France et même dans le monde, a accueilli, après le génocide, une partie la plus importante, ou très importante en tout cas, de la diaspora arménienne. Et donc il y a beaucoup de personnes ici qui vivent, qui sont descendants d'Arméniens et qui font partie de la société de Lyon et de la métropole. Et donc c'est pourquoi nous sommes finalement, c'est pas du tout un hasard, c'est même assez naturel. C'est même assez naturel, c'est même assez évident. J'irais jusqu'à dire évident. Et donc voilà. Évident, oui, enfin vous êtes évident. Je ne connais pas tellement d'autres exemples, peut-être que vous en connaissez beaucoup d'autres, mais je ne connais pas tellement d'exemples d'une grande organisation de formation comme la vôtre, qui part à l'aventure en générant, surtout dans le domaine, j'allais dire, professionnel. On a toujours l'impression, évidemment à tort dans notre pays, que le professionnel... Voilà, lui, il reste dans son coin, alors que c'est l'université qui part à l'aventure. Et oui, on a souvent cette impression-là, et c'est aussi beaucoup ce qui est relayé un peu par tout le monde. Dans notre émission Human, on s'intéresse à l'humanitaire, on s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse à comment aider les autres et comment on peut être aidé par les autres. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas que l'urgence, il n'y a pas que la reconstruction fait par les humanitaires, il y a aussi, par exemple, ce qu'un établissement de formation comme le vôtre peut faire à l'extérieur. Et pour avoir interviewé en effet cette directrice, Madame Grigorian, qu'on vient d'entendre, eh bien, je me rends compte à quel point, j'allais dire, la France est importante et la SEPR est importante pour eux. Oui, et vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas que l'urgence, parce que bien sûr c'est très important et on sait qu'on est capable de se mobiliser en France en particulier ou ailleurs dans le monde quand il le faut pour des situations d'urgence, mais il y a la capacité à intervenir dans la durée, alors qui elle aussi est moins médiatique, moins médiatisée, mais qui est quand même très importante et qui est finalement plus rare. Parce que si on regarde les initiatives qui ont pu être prises en Arménie, notamment après les grands tremblements de terre historiques que l'on connaît, eh bien souvent elles ont été prises dans le cadre de l'urgence et c'était bien, mais elles n'ont pas toujours perduré dans le temps. Or, un pays comme l'Arménie a besoin aussi qu'on soit présent et qu'on soit en solidarité dans la durée pour avoir des choses qui s'inscrivent efficaces, utiles, qui s'inscrivent dans le temps, et je suis contente que ce soit notre cas, et on va s'attacher à ce que ça continue. En tout cas, nous, notre inscription dans ce projet-là, elle date, je vous le disais, d'il y a une bonne vingtaine d'années. La SEPR a été fondée au XIXe siècle par François-Barthélemy Arlès Dufour, qui était un chef d'entreprise lyonnais saint-simonien, qui s'intéressait donc, dans sa pensée philosophico-politique, économique, qui s'intéressait
à la circulation au flux, de cette économie de l'industrie naissante, et qui s'intéressait aussi à ce qu'on appelle, ou ce qu'on a appelé après l'ascenseur social, c'est-à-dire qui s'intéressait au fait de savoir comment on pouvait faire en sorte que toute personne qui avait envie de travailler puisse développer ses talents, même si par sa naissance, elle n'avait pas des éléments personnels, familiaux, économiques, intellectuels, culturels qui lui permettent de le faire facilement. D'une certaine manière, ici, on est dans cette permanence lyonnaise, me semble-t-il. Je pense à économie et humanisme, je pense au christianisme social, je pense, pour aller vite et être un peu bené au centre-gauche, mais bon, pardon d'utiliser ce terme un peu plat, mais on est dans ce contexte philosophique et politico-économique local. On est exactement là, oui. C'est le génie du lieu. Oui. Et donc la SEPR est exactement là, et c'est comme ça qu'elle est née, et c'est ce qu'elle essaie de cultiver. Et François-Barthélemy Arlès-Dufour, notre fondateur, lui, qui conduisait des affaires, il était commissionnaire en soi, c'est très original, n'est-ce pas, quand on est à Lyon, et donc il conduisait des affaires avec plusieurs pays d'Europe, il avait une vision, y compris politique, internationale, forte, et il l'a inscrite dans la SEPR dès le 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a donné des cours d'anglais à des ouvriers ici très très tôt, à un moment où absolument personne en France n'aurait eu cette idée tout à fait saugrenue. Au 19e siècle. Exactement. J'ai du mal à vous croire. Mais je sais, tout le monde a du mal à nous croire. Et donc, François-Barthélemy Arlès-Dufour avait cette conscience qu'il fallait pouvoir aborder cette question de la langue, de travailler et collaborer avec d'autres pays très très tôt. Et cette question de, finalement, ce qui aujourd'hui est devenu pour nous plus un principe aussi de coopération, voire de solidarité internationale. Donc ça, c'était un petit peu le terreau lyonnais et de la SEPR, qui était tel que lorsque, il y a un peu plus de 20 ans, l'un des salariés de la SEPR, qui est parti en retraite depuis longtemps maintenant, l'un des salariés de la SEPR, dont l'épouse est arménienne, et qui s'était rendu en Arménie et avait constaté que une des difficultés de ce pays était que il n'y avait pas de formation professionnelle permettant de former des techniciens, que toute la formation des artisans, des ouvriers, des techniciens quand même essentiellement reposait soit sur des formations sur le tas, soit sur un dispositif finalement très abstrait, où il y avait des écoles professionnelles, bien sûr, pendant la période soviétique, mais qui abordaient surtout l'enseignement technologique et très peu ou pas du tout d'aspect pratique, et qui, lui, travaillant à la SEPR depuis longtemps, connaissait les vertus d'une forme d'apprentissage où on allie la partie plus abstraite et la partie complètement concrète, eh bien, vient voir mon prédécesseur et lui dit, il y a quelque chose à faire avec ce pays et pour ce pays, est-ce qu'on y va? Et mon prédécesseur lui a dit, oui, on y va. Et on y va, pourquoi? Pour la raison que j'ai indiquée de notre histoire, mais pas que. Quand notre aventure a commencé avec l'Arménie, c'est aussi parce qu'à Lyon, je le disais tout à l'heure, la ville de Lyon est jumelée depuis longtemps avec la ville d'Erevan, donc il y avait d'autres initiatives qui se prenaient ici par d'autres acteurs, à l'époque le département aussi, et nous nous sommes alliés avec plusieurs forces lyonnaises pour pouvoir dire, eh bien voilà, il est important de s'intéresser à la capacité à travailler des Arméniens en Arménie, à donc ce qui pourrait être leur insertion professionnelle, y compris les Arméniens jeunes et désargentés. Et donc, on va essayer d'apporter un modèle alternatif par rapport à la pratique de ce pays, et puis un certain nombre de moyens aussi et d'énergie, du moyen en temps, en compétences, en financement, pour créer un lycée professionnel, qui sera un lycée professionnel, donc qui a le statut de fondation de droit arménien, que vous avez donc visité, avec l'appui qui a été trouvé à l'époque grâce à la ville de Lyon auprès de la ville de Erevan, qui est également fondateur et administrateur avec nous, ainsi que 2 ministères. Et qui a fourni le local, terrain, en tout cas, oui. Dans lequel nous sommes installés, que nous avons entièrement réhabilité, rénové, équipé. Et donc, il y a eu cette alliance finalement de différents acteurs qui tous se sont dit, la formation professionnelle, apporter de la compétence et technique à des personnes sur les premiers niveaux de qualification pour qu'ils puissent travailler dans leur pays et puis aussi grandir dans leur travail, eh bien c'est une chose importante, donc on s'y met. Et on s'y est mis il y a plus de 20 ans et on y est toujours. Bon, entre-temps, il s'est passé 2-3 choses. Lesquelles?
Entre-temps, il s'est passé 2 ou 3 choses, et notamment, il s'est passé que l'Arménie, après avoir passé un temps, donc la République d'Arménie, le gouvernement, les pouvoirs publics, après avoir passé un temps important, comme beaucoup de pays, y compris le nôtre, à s'occuper d'abord de l'enseignement supérieur, et aussi de l'alphabétisation, donc des petites classes et des petites écoles, des enfants jeunes, à un moment, au début des années 2010, l'Arménie a décidé qu'elle allait mettre en place un dispositif de formation professionnelle pour les niveaux infra-bac, et le créer, et a donc créé des référentiels de métiers qui existent aujourd'hui. Alors qu'au début où nous étions présents avec ce lycée, nous avions des diplômes qui étaient une adaptation arménienne que nous avions fait avec les profs localement, que nous avions fait des CAP français, en gros. Et puis depuis le début des années 2010, et là on a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics arméniens, depuis le début des années 2010, l'Arménie a construit son propre dispositif, donc nous le déployons maintenant. Donc nous délivrons bien des diplômes arméniens, et nous avons quelques profs qui étaient là au début de l'histoire, dont une prof de couture qui se prénomme Knarik et que vous avez rencontrée. Ah mais oui, Knarik, absolument, je l'ai rencontrée. Je crois qu'elle nous dit à la fin, l'amour, toujours l'amour. Je crois que c'est elle. Voilà, comme d'habitude, elle vous dit toujours les choses essentielles. En tout cas, Knarik, qui était là au début de l'histoire et qui est toujours là, est une personne qui fait aujourd'hui référence auprès des pouvoirs publics arméniens, puisque c'est elle qui a rédigé, relu et contrôlé les manuels scolaires d'enseignement de couture qui sont aujourd'hui déployés dans tous les établissements du pays. Donc on voit que tout ce travail qui a été fait, alors bien sûr dans le lycée il y a une équipe pédagogique d'une 30aine de profs, et certains sont arrivés plus récemment, c'est une organisation normale, il y a des gens qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Mais en tout cas certains sont là depuis le début, et c'est le cas de Knarik, et il y a une belle aventure qui s'est jouée avec elle aussi, puisque on a beaucoup travaillé, nos profs de couture ici ont beaucoup travaillé avec elle, l'ont beaucoup accompagnée, et aujourd'hui c'est elle qui rédige les manuels nationaux arméniens, et c'est quand même, on est tous très fiers de ça et très fiers d'elle. Est-ce que c'est important pour une organisation comme la vôtre que de faire ce type de travail? Je veux dire, est-ce que par rapport à vos chercheurs, à vos enseignants, à votre équipe pédagogique, est-ce que c'est un plus? Et si oui, lequel? Alors oui, c'est un plus, bien sûr, parce que d'abord, ça amène à se sortir de soi-même. Quand on travaille, et même si on essaie d'être innovant dans sa pratique, toujours dans son même contexte, son même milieu, que l'on connaît par cœur depuis longtemps, ou dans lequel on est né, le plus souvent, mais bien entendu, même en faisant les meilleurs efforts et avec une grande capacité, la capacité de recul, de faire un pas de côté, d'imaginer les choses autrement, elle est plus difficile. Et quand on va dans un autre pays qui a une autre histoire, un autre contexte, une autre situation, on reprend finalement toute une capacité de libération de soi-même, qu'on va développer là où on va, puisque quand on travaille avec un pays comme l'Arménie, on s'inscrit dans un acte aussi de solidarité entre les pays et entre les peuples, mais on reprend aussi finalement un bénéfice pour soi-même de s'être libéré de tout un tas de choses dont on pensait que finalement c'était très difficile ou pas possible, et on s'aperçoit que peut-être non, c'est pas si difficile et c'est peut-être possible. En termes de cohésion interne, j'allais dire de communication interne, comme on dit dans les entreprises, c'est quelque chose qui existe pour vous, qui est important? Alors c'est important parce que ça donne aussi toute une perspective, notamment aux nouvelles personnes qui entrent à la SEPR. On a des partenariats avec l'Arménie, on en a avec d'autres pays aussi. Et ça donne toute une perspective de pouvoir justement aller à la découverte d'autres pratiques professionnelles, plus ou moins avancées. Quand on a des partenariats avec le Canada ou le Québec, c'est un pays qui est très avancé et on y prend plus de leçons. Alors, vous savez pas, j'ai oublié de vous le dire, mais on met de la musique dans notre émission. Et alors, je vais vous prendre un petit peu par surprise, pardonnez-moi. Est-ce que vous auriez une idée d'une musique qui, ici, pourrait arriver? Alors, il faudrait qu'arrive la musique de quelqu'un qui est mort aujourd'hui ou hier et qui est Carlos Jobim. Oui. 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 Et vous avez son disque? Non, j'ai pas son disque, mais vous l'avez, vous. C'est Carlos comment? Jobim. J.O. Oui, J.O.B.I.M. B.I.M. Rien à voir avec l'Arménie. Non, mais ça n'a aucune importance. On se promène? Oui. Écoutez.
Voilà, Véronique Furlan, cette petite promenade musicale qui nous amène d'Arménie. Il y a eu du duc, voilà, il y a eu de la musique plus contemporaine. On est entre Lyon et Erevan, on est entre l'Arménie et la France. On est entre la solidarité entre les peuples et quelque part le sens que l'on donne à nos vies et à nos métiers. Bref, on est dans Human, toi l'homme, que fais-tu de ta vie en société? Et alors j'ai envie de vous demander, Véronique Furlan, vous qui dirigez la Société d'enseignement professionnel du Rhône, dont vous venez de nous indiquer très rapidement, avec votre vivacité naturelle, les grandes lignes, à peine. Vous avez d'autres expériences internationales? Parce que je trouve ça passionnant. Je suis tout surpris de voir qu'une structure aussi vieille dame comme la SEPR, vous voyez, va en Arménie. Où est-ce que vous allez ailleurs? Alors, nous allons effectivement ailleurs. Nous avons des partenariats de nature différente avec le Canada. Nous travaillons avec beaucoup d'écoles et beaucoup d'entreprises à Montréal et au Québec, depuis longtemps également. Là, il s'agit d'organiser la mobilité de nos apprenants et de nos enseignants, et puis de recevoir aussi des apprenants et des enseignants de ce pays, et de pouvoir là aussi se dire en formation professionnelle, sur les niveaux infra-bac, l'écart d'accès des jeunes à la mobilité internationale en France par rapport aux jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur et académique, il est de 1 à 30. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 30 fois moins de chances de faire une mobilité internationale quand on est apprenti ou lycéen professionnel que quand on est étudiant. Donc c'est un problème, ça. Un vrai problème dans une société dans laquelle la compétence de mobilité, c'est-à-dire savoir ne pas avoir peur d'aller ailleurs pour, bien sûr pour aller en vacances, hein, mais possiblement pour y vivre ou y travailler, ne pas avoir peur non plus de recevoir chez soi, dans son entreprise, des gens qui viennent d'ailleurs, c'est une compétence tout à fait importante dans notre société, donc tout le monde doit pouvoir l'acquérir. Bon, ben voilà qu'on a fait un parcours vif, rapide, entre Lyon et Erevan, en développant en même temps vos autres partenariats. En Asie, vous en avez d'autres aussi? On commence à avoir quelques partenariats avec la Chine, oui. Avec une ville du sud de la Chine qui est proche de Canton, qui s'appelle Yuzhou, oui. Où on a un premier partenariat avec une école pour former des bijoutiers notamment et des couturiers. Là, il s'agit plus de former des enseignants. Hein. Donc ça, c'est nouveau, c'est un partenariat qui a démarré cette année. Et là aussi, on est sur une demande qui est celle de mieux connaître et mieux maîtriser des savoir-faire français d'une façon, j'allais dire, plus approfondie que ce qui peut être le cas aujourd'hui. Et l'Afrique? Et l'Afrique sera on a des sollicitations, des contacts. Pour l'instant, avec le Burkina Faso, on est inscrit dans un projet également de la Commission européenne pour former des formateurs dans plusieurs pays d'Afrique, projet qui j'espère sera retenu, on le sera cet automne. Et si c'est le cas, on sera parti pour une aventure de 3 ans avec effectivement plusieurs autres partenaires en Europe pour former des formateurs d'enseignement professionnel sur 7 ou 8 pays d'Afrique. Sur le plan financier, vous arrivez à faire financer toutes ces activités de quelle manière? En allant chercher l'argent partout où il se trouve. Oui. Jusque-là, c'est pas Jusque-là, comme tout le monde. Hein. En plus. Donc, on parvient à le faire par un canal classique qui est celui des appels à projets européens. Donc, il y a beaucoup de fonds européens ou de fonds internationaux, mais essentiellement européens, qui se déploient autour de ça. On a également des entreprises. Nous avons un fonds de dotation à la SEPR qui s'appelle SEPR Avenir. Et ce fonds de dotation, il a plusieurs vocations. Il fait beaucoup d'accompagnement social ici, de jeunes apprenants qui sont en difficulté. Mais il a aussi une ligne internationale sur la solidarité. Il agit d'ailleurs pour délivrer des bourses également aux lycéens du lycée d'Erevan. Et donc, nous faisons appel à la générosité, au mécénat des entreprises pour soutenir aussi nos actions à l'international. Voilà en gros les 2 sources. Oui, j'entends. Parce que sinon, la base de votre financement, c'est quoi? C'est la taxe professionnelle? Alors nous avons un financement assez complexe et multisource. Donc la taxe d'apprentissage, qui est une part de financement importante pour notre activité apprentissage, mais nous faisons aussi de la formation continue. Donc on a tous les financements de la formation continue classique, y compris le paiement des entreprises. On a également un lycée privé sous contrat avec l'éducation nationale où il y a une petite contribution des familles.
Donc, on a en fait, nous, comme source de financement, toutes les sources de tous les dispositifs de formation professionnelle qui existent en droit français. Pour un budget global pour de l'ordre... Pour un budget de l'ordre de 26 millions d'euros. Et oui, 26 millions d'euros, avec combien de gens formés avec grosso modo 3800 à peu près apprenants à l'effectif chaque année et une équipe grosso modo autour de 300 personnes. Voilà, c'est une belle aventure que vous dirigez là, vraiment, Véronique Furlan. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'intellectuel, on n'est pas dans l'enseignement supérieur, on n'est pas dans les grandes idées généreuses, on est dans du réel, on est dans du concret. Et il me semble parfois que c'est par l'intermédiaire de ces choses très pratiques, très concrètes, je forme des gens à des métiers. Donc vraiment, merci de ce travail. Merci de nous donner aussi l'opportunité, bien sûr, de parler. On parle des humanitaires en général, on parle de l'écologie, mais là, on est sur quelque chose de réaliste, de pratique. Et vraiment, c'est une belle aventure qu'on a envie de poursuivre avec vous, en allant peut-être à Montréal, qui sait. Pourquoi pas? On pourrait s'y retrouver. Allez. À bientôt. À bientôt et merci encore. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.